Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial Mali, où nous allons parler de ce pays d'Afrique de l'Ouest qui est en crise, qui vit l'épreuve d'une rébellion, d'un séparatisme au nord du pays. Et nous en parlons avec un spécialiste, un fin connaisseur de la situation, puisqu'il s'agit du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Monsieur Thiéman Hubert Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa et de répondre à nos questions. Vous êtes de passage à Bruxelles pour des entretiens, je veux dire, de haut niveau avec la Commission de l'Union européenne, mais avec aussi votre homologue belge et d'autres personnes pour parler, justement, expliquer, continuer tout le temps à expliquer ce qui se passe au Mali. Mais on aimerait bien savoir, justement, ce qui se passe au Mali. Est-ce qu'il y a des bruits de bottes à Bamako? Non. Donc pour l'instant, ce n'est pas une logique de guerre qui est à l'œuvre chez vous? Non, il n'y a pas de bruit de bottes à Bamako. À Bamako, il y a surtout un gouvernement d'union nationale qui est en place depuis bientôt un mois. Demain, ça fera un mois. Et qui est au travail. Mais un gouvernement qui prépare la guerre? Un gouvernement qui prépare la paix. Qui prépare la paix. Mais justement, préparer la paix au Mali, ça veut dire peut-être la préparer en se préparant à faire la guerre pour restaurer la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Vous savez, il y a toujours de la place pour un dialogue national. Et comme je l'ai répété à bien de nos interlocuteurs pendant cette journée, le dialogue se situe dans un certain nombre de limites. 1. L'intégrité territoriale qui n'est pas à discuter. 2. Le caractère laïque de la République qui n'est pas à discuter. Et troisièmement, le concept de nation et d'unité nationale qui ne peut pas non plus être discuté. Et dans ces limites-là, nous pouvons parler de beaucoup de choses. Traiter des questions de développement sur l'ensemble du territoire, essayer de trouver des réponses à des problèmes de développement qui se posent dans le nord du Mali. C'est un problème qui est connu. Et faire toute leur place aux communautés qui, aujourd'hui, pourraient se sentir, à tort ou à raison, exclues ou marginalisées, c'est selon. Mais dans tous les cas, nous sommes prêts à discuter dans un cadre national avec tous ceux qui ne remettent pas en cause les 3 éléments que je vous ai cités. Donc ça veut dire que la porte, pour bien vous comprendre et bien faire comprendre à un téléspectateur, c'est-à-dire la porte d'une solution politique à la crise malienne est toujours ouverte. C'est encore possible. Mais elle n'a jamais été fermée. Elle n'a jamais été fermée. Une déstabilisation a donné la voie à des mouvements qui ont gravement atteint le nord du pays. Mais l'État malien n'a jamais fermé la porte à des discussions politiques. Le 29 juillet, le président de la République s'est adressé à la nation. Et dans le mécanisme de la transition qu'il a proposé, il est question d'un comité national aux négociations. C'est bien vous dire que, d'un point de vue politique, l'option, c'est de discuter, c'est de négocier avec ceux qui sont prêts à discuter dans les limites que je vous ai indiquées. Et vous l'avez dit, vous avez fixé des limites claires, laïcité, intégrité territoriale et encore autre chose. Mais vous dites, dans un dialogue, dans une négociation, il faut être au moins 2. Ceux qui tiennent aujourd'hui le nord du Mali, c'est-à-dire dans une certaine mesure, c'est ce qu'on croyait au départ, la rébellion Touareg, mais qui est dépassée sur le terrain par les islamistes d'Ansar Dine, voire même par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Est-ce que ceux-là vous ont donné des signes d'acceptation d'un dialogue politique? Vous avez dit qu'il faut être 2. Nous avons en projet de concevoir un outil national de négociation côté de l'État du Mali. Ce sera le comité national aux négociations. Et quand ce comité sera mis en place, sous l'égide des différentes médiations, en premier lieu la médiation de la CEDEAO, et puis d'autres pays et amis du Mali qui très certainement vont se joindre à cette discussion, mais nous poserons les problèmes sur la table avec ceux qui voudront dialoguer. C'est bien ça. Encore une fois, du point de vue de l'État du Mali, du gouvernement, la porte du dialogue n'a jamais été fermée. Ça, c'est clair.
Par ailleurs, il faut observer que les actions armées n'ont pas été engagées par l'État du Mali. C'est d'autres qui ont engagé des actions armées. Ça, il faut bien le noter. Le Mali, aujourd'hui, fait face à une crise profonde, comme vous avez dit, une crise qui est grave et qui nécessite beaucoup d'efforts de chacun d'entre nous. Nous essayons aujourd'hui, avec ce gouvernement d'union nationale, qui était une exigence de la communauté internationale, de construire une nouvelle cohérence politique pour faire face à ces défis-là. Je me souviens encore, à l'Union africaine, on disait il nous faut des interlocuteurs crédibles à Bamako pour qu'on puisse parler avec eux. Aujourd'hui, ils sont en place. Retour du président Diakonda Traoré, reconduction du gouvernement de transition dirigé par Cheikh Modibo Diarra, et comme vous avez dit, consensus national, en tout cas, pour que l'État malien continue à exercer ses devoirs. Bien sûr, ce gouvernement a deux missions. C'est effectivement réinstaller l'État au nord du Mali, réinstaller l'administration, la souveraineté de l'État, et organiser des élections pour qu'un nouveau pouvoir, doté d'une nouvelle légitimité, s'installe aux commandes et règle les problèmes des Maliens. Et le défi du développement est le problème central, pour le Nord comme pour les autres, pour tout le monde. C'est le défi qui s'impose à tous les dirigeants maliens. La communauté internationale a des interlocuteurs. On a un président de la République qui a été installé dans ses fonctions selon les termes de la Constitution. Nous avons un Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui aujourd'hui a formé une équipe de large consensus, d'union nationale, et nous sommes au travail. Je suis venu à Bruxelles justement pour porter le message du gouvernement du Mali, de l'État du Mali, à nos partenaires, en leur faisant comprendre qu'il y a eu beaucoup de progrès réalisés sur le plan politique. Et que nous avons besoin du soutien de nos amis. De quel soutien? Quel type de soutien? Soutien politique, c'est-à-dire parce qu'un certain nombre de programmes, par exemple, d'aide au développement, ont été suspendus au nord du pays, parce que justement, sur place, l'État malien n'exerce pas son pouvoir. Oh, les programmes ont été suspendus partout, pas seulement au nord, partout. Partout. Donc vous êtes venu demander quoi? Qu'ils soient remis en œuvre, ces programmes? Bien sûr. Dans une partie, en tout cas, du pays, que vous contrôlez? Mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes venus demander que la coopération économique et technique puisse reprendre dans toutes ses composantes. Toutes ses composantes. Pour que nous puissions remettre l'État là où il doit être, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire. Et quelle réponse vous avez entendue? En tout cas, quels signes, des signes positifs? Votre discours a été non seulement écouté, mais aussi entendu. On partage votre point de vue? Bien sûr. Nous avons reçu un accueil enthousiaste. Nos interlocuteurs sont intéressés, nous ont écoutés avec beaucoup d'attention. Et nous avons compris que ce qui se passe au Mali intéresse tout le monde, interpelle tout le monde. N'oublions pas qu'il y a une question sécuritaire qui se joue et qui ne concerne pas que le Mali, qui concerne les voisins du Mali et plus loin qui concerne l'ensemble du monde civilisé. Et ce problème-là, il est transnational, il a été transféré au Mali venant d'à travers le monde. Le Mali n'est que l'épicentre d'un phénomène plus large. Ah, le Mali est devenu un sanctuaire de forces que le monde entier combat. Et donc si nous devons les combattre, ce sera avec le monde entier. Vous en conviendrez. Mais vous dites justement ce sera avec le monde entier, mais en même temps pour revenir par exemple au mécanisme qui est en œuvre au niveau de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, si mes informations sont bonnes, le Mali a demandé une aide au niveau militaire, une aide logistique uniquement, mais pas que des combattants ou en tout cas des soldats d'autres pays viennent l'aider à reconquérir le nord de son pays. C'est l'armée malienne qui veut elle-même reconquérir le nord du pays. Est-ce bien ça? Cela serait légitime dans tous les cas que l'armée malienne veuille prendre ses responsabilités et régler les problèmes du Mali. Mais en a-t-elle les moyens? C'est légitime, oui. Et c'est normal. Elle peut, à un moment donné, décider de s'en donner les moyens. Et ce n'est pas exactement ce que la requête du président de la République dit. Le président de la République a indiqué que dans la première phase
de la coopération et de l'assistance de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, nous n'avions pas besoin de police constituée et de forces combattantes à Bamako. Nous avons indiqué que nous voulions renforcer nos capacités de lutte antiterroriste et un certain nombre d'autres choses, et que dans la troisième phase, il serait envisageable qu'un certain nombre de bataillons participent aux opérations, si nous devons engager des opérations. C'est ce qui a été dit. Et c'est pour ça que ça serait quoi, les 3300 hommes de la force de la CEDEAO? C'est le format qui a été défini par la CEDEAO. Sera-ce suffisant? Bien sûr, je pense, oui. Ceux qui ont défini ce format sont des gens très sérieux et très compétents. Ce sont des chefs d'état-major, des militaires qui savent ce qu'ils font. Donc 3300, c'est pas un chiffre donné comme ça par hasard. Bon, et au niveau justement de la mise en œuvre de ce processus, si on peut dire, il y avait un volet qui concernait justement la demande officielle du Mali pour cette assistance technique. Ça a été fait, vous l'avez dit, le président Traoré a envoyé ce message, clairement, officiellement. L'autre volet, c'est la résolution, le mandat donné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour ça, on attend toujours. Vous allez vous rendre à New York peut-être pour faire du lobbying, en tout cas plaider votre cause? Le 26 septembre se tiendra une réunion très importante pendant l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le Sahel. Il est évident que dans les questions sahéliennes aujourd'hui, le Mali est un sujet central. Et c'est une réunion au plus haut niveau, avec des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Il conviendra, lors de cette réunion-là, de définir un certain nombre de prérequis et de concepts qui vont servir très certainement à la rédaction d'une résolution. Et cette résolution va très certainement aussi s'appuyer sur celle qui avait été proposée par le groupe africain à l'ONU au mois de juillet, de manière à ce qu'un cadre juridique international puisse être fixé, qu'un mandat soit clairement défini et qui puisse servir de support à une éventuelle opération militaire, si nous devions en arriver là. Et pour être un petit peu plus précis, qu'est-ce que le Mali voudrait que contienne ce mandat, cette résolution du Conseil de sécurité? Quelles sont vos attentes précises? Vous savez, il faut savoir que la communauté internationale elle-même a ses exigences et ses souhaits. Je vous ai dit que le problème sécuritaire au Mali n'est pas un problème uniquement malien. Et ce que le Mali voudrait, c'est que nous nous trouvions dans un contexte équilibré, dans lequel nos partenaires comprennent bien que nous sommes décidés, nous, à régler nos problèmes, et que nous sommes décidés aussi à régler avec eux les problèmes que nous partageons avec eux. Et cela doit se faire dans le cadre d'un équilibre international. Ce n'est pas les seuls souhaits du Mali qui vont être exprimés dans cette résolution, c'est aussi le cadre dans lequel la communauté internationale aimerait agir à côté du Mali. C'est aussi ça, le Mali est le pays concerné. La résolution 2056 a été prise sous le chapitre 7. Je pense que nous allons continuer progressivement à aboutir à un concept d'engagement qui concernerait l'ensemble des parties prenantes. Mais le Mali n'a pas de souhait spécifique. Le Mali souhaite simplement faire face à sa mission de restauration de l'autorité et de souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Le Mali souhaite avoir la possibilité de discuter avec ceux de ses fils qui sont disposés à discuter. C'est ce que nous voulons. Et le Mali souhaite enfin être débarrassé de la vermine terroriste et narcotrafiquant. C'est ça le fond du problème. C'est tout ce banditisme mêlé à du terrorisme qui en fait qui pourrit, un cancer qui se propage dans toute la zone du monde, qui menace le monde entier. Et nous souhaitons en être débarrassés. Nous allons nous donner les moyens, nous, État du Mali, pour faire face. Mais il est évident que tout seul, nous ne pouvons pas. Et il est souhaitable d'ailleurs que dans la mesure où c'est un problème transnational, que ce soit une coalition du monde civilisé qui puisse faire face à ces dangers qui menacent la liberté. Menace, vous le dites?
internationale, transfrontalière. Mais en première partie, en premier lieu, si je puis dire, au niveau de ce qu'on appelle les pays du champ, Mali, Niger, Algérie, Mauritanie, donc ceux qui sont de cette zone du Sahel. Et de ce point de vue-là, longtemps, il y a eu, on ne peut pas le nier, une sorte de différence d'approche stratégique entre le Mali, la Mauritanie, l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à trouver un consensus? On se rappelle qu'à un certain moment, et ça a été clair, le président de la Mauritanie avait dit que Bamako était le ventre mou de la lutte anti-AQMI. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Il y a un rapprochement entre les points de vue de Nouakchott, de Bamako et d'Alger? Moi, je ne me souviens pas de tels propos tenus par le président de la Mauritanie. Et il l'a fait. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous avons dépassé ça. Aujourd'hui, il s'agit de s'organiser pour faire face. Les commentaires sur ce sujet-là sont inutiles aujourd'hui. Parce que le message que j'ai apporté est que l'État du Mali prendra ses responsabilités. C'est clair. Prendra ses responsabilités pour régler les problèmes, prendra ses responsabilités pour gérer ce qui est sur son territoire. Et comme je vous ai dit, c'est un problème transnational, il est nécessaire, il est obligatoire pour que nous puissions en finir, qu'il y ait une collaboration, une coopération entre les pays du champ. Mais aussi au-delà des pays du champ. Parce que la menace est certainement localisée dans les pays du champ, mais les objectifs de cette menace-là vont bien au-delà des pays du champ. Avec la Mauritanie et l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, nous avons une très bonne coopération. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons très certainement mettre en place des mécanismes qui nous permettront de faire face. Alors parlez-nous un peu, puisque vous êtes en quelque sorte notre témoin privilégié, de la situation au nord du Mali. On voit des images, très peu d'images proviennent de là-bas, puisque par définition les journalistes ne sont pas les bienvenus, mais ce qu'on en voit, ce qu'on entend nous effraie parfois. Je veux dire, à Tombouctou, on brûle des livres d'une valeur historique, je veux dire, extrême, donc très grande, d'une grande valeur. On instaure une loi islamique radicale. Les gens sont victimes de brimades. Quelles informations pouvez-vous nous donner sur la situation aujourd'hui de la population malienne qui vit dans un nord occupé par les rebelles et les terroristes? Nous avons les mêmes informations, monsieur. Exactement les mêmes informations. Un ministre des Affaires étrangères, vous devez en avoir quand même un peu plus que moi. En tout cas, nous avons les mêmes. Est-ce que j'en ai plus? Ça, c'est autre chose. Mais nous avons les mêmes informations qui font état d'exactions, de violations quotidiennes de droits de l'homme, d'atteinte au patrimoine culturel mondial. Parce que les richesses que nous avons au Mali n'appartiennent pas aux seuls Maliens. Ces richesses appartiennent à l'ensemble du monde intelligent. Et ceux qui procèdent à ces actes-là ne sont ni plus ni moins que des fascistes qui veulent nier l'intelligence, qui ont un problème avec la civilisation. Et il convient que l'ensemble du monde civilisé se coalise pour lutter contre ça. Nous allons nous donner les moyens de faire notre part de job, comme on dit. Les dispositifs judiciaires, les dispositifs militaires. Nous ne pouvons pas, évidemment, continuer dans cette situation-là à laisser ces gens exercer ce terrorisme sur les populations, les pauvres populations qui ont été obligées de quitter, pour certains, le pays. 150 000 ou un peu plus aujourd'hui peut-être déplacés à l'intérieur du pays, 250 000 ou un peu plus dans les pays voisins, peut-être par-delà le monde, ça fait beaucoup. C'est un drame. Et au quotidien, nous savons que des femmes et des filles sont exposées à des actes barbares. Nous savons que ces gens, au nom d'une religion, à mon avis, qu'ils connaissent très mal et qu'ils ne pratiquent d'ailleurs pas, ça donne à des actes qui sont dignes du barbarisme le plus profond qu'un humain puisse exprimer. Donc il faut faire face, il faut traiter ça, c'est urgent. Et de votre point de vue, la communauté internationale réagit-elle à la hauteur justement des exactions, à la hauteur des infamies qui sont commises dans le nord de votre territoire? Bien sûr, tout le monde est choqué par ça, on ne peut pas ne pas l'être.
Maintenant, nous avons besoin de mettre des mécanismes d'action. Alors revenons un peu à la situation politique, hein, c'est-à-dire après avoir parlé de choses aussi dramatiques, c'est peut-être un peu, je dirais pas dérisoire, mais prosaïque, mais ça existe et ça fait partie de la situation comme telle. Est-ce que, vous avez dit, aujourd'hui à Bamako, il y a un gouvernement légitime, bien sûr, un gouvernement de transition, large consensus, mais il y a pas si longtemps, il y a eu des tensions. Le président Traoré, Yacounda Traoré, a même subi de la violence. On l'a frappé. Il a dû aller se faire soigner en France, être absent du pays pendant quelques mois. On ne sait pas trop quelle est la place aujourd'hui accordée au capitaine Sanogo, auteur du putsch. Est-ce que la situation est clarifiée à Bamako aujourd'hui? Bien sûr. Le président exerce vraiment son pouvoir? Mais bien sûr. Moi, je n'arrive pas à comprendre d'où viennent ces inquiétudes et ces doutes. Quand un président se fait bastonner dans le palais présidentiel, vous pouvez avouer que c'est pas courant. C'était au mois de mai. Oui. Il est rentré le 27 juillet. Il s'est adressé à la nation le 29 juillet. Il a donné sa vision des choses. Il a nommé un gouvernement d'union nationale le 20 août, en ayant renouvelé sa confiance au Premier ministre qui dirige cette équipe. Et vous pensez encore qu'il n'exerce pas ses prérogatives de président? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui sur quelle base on pourrait se fonder pour dire qu'il y a une diarchie ou qu'il y a des gens cachés derrière le rideau qui manipulent. Peut-être que certains voudraient qu'il en soit ainsi. Peut-être que certains le voudraient. Mais ce n'est pas le cas à Bamako. Il y a un président de la République, il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement d'union nationale qui est au travail. Et quel est le statut du capitaine Sanogo? On a dit à un certain moment qu'il allait avoir le statut d'ancien chef d'État. Après, il y a eu un lever de bouclier, si on peut dire, une levée de bouclier de la part de la CEDEAO. Et puis, ça a été démenti, ça n'a pas été très clair. Alors dites-nous aujourd'hui, il a quel statut? Non, écoutez, le capitaine Sanogo est destiné à s'occuper de la réforme et de la restructuration de l'armée pour l'instant. Je pense qu'il est en attente de définition d'un certain nombre d'éléments techniques pour cette mission-là. Voilà. Le capitaine Sanogo n'est pas chef d'État, il n'est pas président, il ne cherche pas à être chef d'État. Vous ne l'entendez pas, le capitaine Sanogo. Il ne bénéficie pas d'une immunité. Vous vous souvenez, ces derniers temps, quand le président a adressé sa requête à la CEDEAO, il y a un fantaisiste qui s'est fait recevoir sur une radio, qui allait déclarer que le président avait parlé en son nom, que ce n'était pas au nom de l'armée. Et ce fantaisiste a été démenti de manière cinglante par le capitaine Sanogo. Et vous vous souvenez, quand le capitaine Sanogo est allé accueillir le président Yacounda Traoré le 27 juillet, quand il est rentré, il a dit: je viens accueillir le président, je viens accueillir mon président, le président de tous les Maliens. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est quand même clair. Il y a certainement des gens qui ne veulent pas que nous sortions de cette situation d'instabilité. Eh bien, ils n'auront pas gain de cause. Le Mali a un gouvernement d'union nationale qui intègre l'essentiel des sensibilités politiques, qui intègre l'essentiel des forces de la société civile et qui est au travail. Il faut que cela soit clair. Et moi, j'en suis un symbole, parce que j'ai été opposé au coup d'État. Exactement. Je suis un des vice-présidents du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Et nous siégeons tous au gouvernement. Et cette union ne suffit-elle pas à l'opinion internationale? Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Le président fait son travail, il est à la barre. C'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Thiéman Hubert Coulibaly. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Merci pour cet éclairage sur la situation de votre pays. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. Restez sur notre chaîne. On se retrouve pour une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.